Souvent en politique, tout est une question de timing. Et là, je crois qu'en France, il y a une succession d'événements qui peuvent pousser Le Pen à précipiter la chute de Macron. Et pour comprendre tout ça, rien de plus simple, il suffit de relier les pièces du puzzle entre elles. Aujourd'hui, dans Actu Réfractaire, on vous parle de l'histoire politique française qui pourrait prendre un tournant dans les semaines à venir. Ok, bon, la théorie elle est simple, on a déjà tous les éléments en place. Entre 2004 et 2016, le RN pique dans les caisses du Parlement européen. L'argent censé être utilisé pour un travail parlementaire est employé pour financer des cadres du parti qui ne se rendent quasi jamais à Strasbourg. Et en plus de l'absentéisme, il y a donc le détournement. Mais heureusement pour eux, la justice en France est lente. Très lente, surtout dans les affaires politiques. Le procès ne s'ouvre que presque 10 ans plus tard, en novembre 2024. Sauf que problème, les cadres du RN sont vraiment mauvais. En fait, les preuves s'accumulent contre eux. Calendrier antidaté, révélation d'emails compromettants, bafouillage permanent de leur chef sur les plateaux télé. Le Pen est obligé de passer sur TF1 pour dénoncer le procès sans parler du fond. Ouais, quand un politique est obligé de passer sur TF1 pour faire pression contre les juges, c'est ce qu'on appelle une Sarkozy. Et ça veut dire que c'est mal barré. En fait, on parle là de 5 ans d'inéligibilité contre Le Pen, ce qui l'empêcherait de se présenter pour la présidentielle. Le procès il est en cours, mais le verdict ne tombera que dans plusieurs mois, début 2025. Et il est possible que la justice condamne Le Pen à l'inéligibilité. Mais bon, c'est embêtant pour eux puisque après la victoire aux élections européennes et les très bons résultats aux législatives, en fait Le Pen n'a jamais été aussi proche de gagner l'élection présidentielle. C'est vraiment le moment pour eux. Alors si Le Pen est inéligible, ça forcerait le RN à présenter Bardella, qui se fait manger tout cru dès qu'il ouvre la bouche. Le Pen passerait à côté de son occasion historique et la campagne serait ternie pour le RN. Alors du coup, il y a une solution qui serait plutôt idéale, ça serait de profiter des quelques mois de répit pour précipiter l'élection présidentielle et l'emporter avant la décision de justice. Tu vois où on veut en venir. Bon, on en a largement parlé sur Actu Réfractaire, le budget de Barnier va passer en 49.3 avec des mesures antisociales très fortes. Une augmentation des taxes sur l'énergie, la suppression massive d'emplois dans les collectivités, le gel des pensions, etc. C'est donc un texte d'austérité sans majorité à l'Assemblée, d'où le fait que Barnier va imposer un 49.3 dès la mi-décembre, ce qui va déclencher un vote de censure. Le NFP, sans quelques PS, a déjà annoncé qu'il voterait la censure. Tout dépend donc du vote RN et de la décision de Le Pen. Et si le RN n'était pas favorable à la censure de Barnier et préférait la négociation, en fait les positions semblent changer. Plus d'une heure de discussion pour qu'au final rien ne change. À la sortie de son entretien avec le Premier ministre, Marine Le Pen estime que Michel Barnier reste campé sur ses positions. La chef de file des députés RN maintient la pression et assure que si le budget reste en l'état, elle votera la censure. Et le petit discours, la petite musique reprise par l'intégralité des médias et diffusée directement de Matignon, consistant à dire « Vous vous rendez compte, si jamais ce budget est refusé, s'il y a une censure, ça va être dramatique, ça va être le chaos, ça va être la chienlit, etc. etc. » Je veux dire, si ce budget passe pas, c'est le budget de l'année dernière qui s'appliquera. Il est plutôt, somme toute, moins mauvais que celui-là. Ainsi, dans les médias, le RN parle de plus en plus de la démission de Macron si la censure est votée. Et pour éviter que les affaires judiciaires parasitent l'élection promise au RN, Le Pen aurait tout intérêt à censurer le gouvernement Barnier et bloquer les institutions avec les Insoumis pour précipiter une élection présidentielle. Et les Insoumis, eux aussi, commencent à faire campagne pour la censure et la démission. Ce gouvernement va tomber, et je veux le dire, ça n'est qu'une étape. Parce qu'en réalité, on l'a vu, hier, il y a un sondage qui est paru, qui ne vous aura pas échappé. 63% des Français disent le gouvernement Barnier va tomber, et ensuite c'est Macron qui doit partir. Ouais. Parce que la réalité, c'est que M. Barnier, ce n'est qu'un proxy de la politique macroniste en déliquescence, avec Macron qui ne sait plus comment faire et qui nomme cet homme-là pour continuer sa politique. Bon, avec une démission, Mélenchon pourrait se présenter sans difficulté comme le candidat le plus fort de la gauche. Tant le PS ou le PCF ne sont pas dans une dynamique favorable en ce moment, avec un manque de chef convaincant. Alors Barnier pourrait négocier avec Le Pen et adoucir son budget. Sauf que sa marge est quand même très faible. Le déficit il est réel, l'endettement est massif et la pression sur les marchés financiers se renforce. Il n'arrive pas à relancer l'économie, donc il va falloir faire des plans à la FMI pour éviter une crise de la dette publique. Et pour mieux comprendre ça, Nico vous a préparé une petite revue de presse économique. Bon, alors ça fait quelques temps qu'on vous parle de l'immense vague de licenciements qui toucherait jusqu'à 150 000 salariés partout dans le pays, et notamment dans l'industrie automobile. Mais ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est de savoir combien
combien ces grands groupes ont touché de la part de l'État. Alors du coup, on a fouillé plein d'articles histoire d'aller racler cet énorme cambouis administratif. C'est super compliqué à décortiquer puisque les oligarques français ont bien pris soin de découper leurs entreprises en tout petits morceaux avec un système de sous-traitance. Et ensuite, l'État a mis en place un tas de petites méthodes pour faire des cadeaux aux oligarques français avec notre argent. On a quand même réussi à faire le tri et on va vous parler des 3 méthodes pour gaver les grands groupes. Bon alors, premièrement, il y a les baisses d'impôts sur les grandes entreprises. Ça passe par le crédit d'impôt compétitivité emploi, le crédit d'impôt recherche, la baisse des impôts des entreprises ou la baisse de la TVA. Ça représente environ 60 milliards. Deuxièmement, il y a des aides directes aux entreprises. On a donc 30 milliards qui sont filés directement par l'État et les collectivités sous forme de subventions. Et troisièmement, il y a des exonérations de cotisations sociales. Ça, c'est mis en place depuis Fillon et en gros, il y a des allègements de cotisations patronales pour tous les salaires qui dépassent pas 2880 €. Et tout ça représente environ 70 milliards par an. Donc, si on fait le calcul, ça ferait en tout 160 milliards d'aides par an dans les caisses des grands groupes. Et c'est donc le premier poste de dépense de l'État. Mais la question, c'est ces entreprises, qu'est-ce qu'elles font de cet argent? Eh bien, elles achètent des machines, par exemple. Et c'est le cas de l'usine Michelin de La Roche-sur-Yon qui a touché 4,3 millions d'euros entre 2013 et 2019. Sauf que les machines achetées par le groupe, elles sont parties où? En Europe de l'Est et en Espagne. Tiens, c'est bizarre. Comme si les grands groupes industriels prenaient de l'argent des Français pour aller se faire du bif ailleurs. Bon, allez, on va leur laisser le bénéfice du doute. Si ça se trouve, ils créent de l'emploi aussi, Michelin. Et bah non, en fait, ils licencient même 1250 salariés en fermant 2 usines. Et ça, vous le savez peut-être puisque c'est un des exemples emblématiques de la vague de licenciements en cours. Et là, vous savez pas quoi, Michel Barnier a demandé à Michelin de dire combien ils ont touché d'argent public. Voilà, ce qui nous fait tiquer quand même, parce que Barnier, c'est censé être un gars à la tête de l'État, mais qui saurait pas combien il donne aux industriels. Bon, du coup, on est obligé de croire sur parole Michelin qui a répondu. Ils disent avoir touché 42 millions via le crédit d'impôt recherche, et ils ont ajouté, je cite, « C'est très important pour rendre les chercheurs compétitifs ». On dirait vraiment que Michelin a utilisé une IA pour répondre à Barnier. Mais le vrai vertige, c'est que les 42 millions de Michelin, en fait, c'est une goutte d'eau dans les aides versées aux entreprises qui se chiffrent en milliards. Et ça fait qu'on dit comme ça, mais c'est 1000 millions pour faire 1 milliard. Et c'est 160 milliards qui partent dans les poches de gens comme ça tous les ans. Le verdict, on peut le trouver dans une donnée, c'est le ratio de la production manufacturière en pourcentage du PIB, qui est de 9% aujourd'hui contre 14% en 2000. Ce qui veut dire que les industriels se sont bien gavés et maintenant ils partent avec la caisse alors que les comptes publics sont vides. Et voilà, c'est là-dessus qu'on va terminer pour cette actu réfractaire. En tout cas, pensez à vous abonner pour ne rien louper. Moi, je vous dis à demain 19h pour une prochaine actu réfractaire. En tout cas, si vous voulez investir votre argent et savoir où il va, puisque notre trésorerie est complètement transparente, vous pouvez nous faire un don sur notre page Tipeee qui est en description. Moi, je vous dis à demain 18h. Et sur ce, prenez soin de vous. Ciao!